30 ans. Le Rwanda a défendu sa population face aux attaques des FDLR appuyés par Kinshasa et leurs affiliés. Il est donc dans l'intérêt vital du Rwanda que la RDC soit pacifique et bien gouvernée, que les causes profondes du conflit soient réglées et que l'on parvienne à une paix pérenne et à la prospérité. Voilà pourquoi les processus de Washington et de Doha sont absolument essentiels. Voilà également pourquoi le Rwanda prie le Conseil de sécurité de pleinement appuyer ses efforts et d'exiger de toutes les parties qu'elles rendent des comptes. Monsieur le Président, la séance de ce jour survient alors que sont proférées de graves allégations fallacieuses à l'encontre de mon pays. Le Rwanda est prêt à coopérer avec toute enquête crédible et indépendante, comme nous l'avons fait par le passé, y compris dans le cadre de la mission d'établissement des faits du Conseil des droits de l'homme dans la région. S'agissant du massacre de civils qui aurait lieu à Rutshuru, les premiers rapports étaient contradictoires, vagues, voire carrément implausibles. Seule une enquête indépendante et impartiale permettra au Conseil d'être saisi de faits fiables. Il s'agit ici de défendre la crédibilité même de ces entités. Nous mettons en garde le Conseil de sécurité face au risque de mésinformation et de désinformation, y compris de la part d'acteurs qui pourtant devraient afficher le plus haut professionnalisme. Nous sommes particulièrement préoccupés par une tendance qui existe depuis longtemps de rapports sélectifs s'agissant des droits humains en RDC où les victimes sont présentées comme les auteurs de crimes et vice-versa. Alors que l'on se concentre excessivement sur les violations présumées de la FCM 23, le Bureau conjoint des droits humains des Nations Unies et autres acteurs ont systématiquement fait fi des atrocités incontestables et avérées commises contre les civils à Minembwe au sud Kivu, à Nturo sur le territoire de Masisi et dans l'Ituri, y compris les frappes de drones contre des zones civiles en violation du droit international humanitaire, les arrestations arbitraires, les détentions massives en raison de l'appartenance ethnique, des humiliations publiques ciblant des communautés spécifiques et la propagation de discours déshumanisants dans les écoles et les lieux de culte. En entendant les déclarations de certaines délégations dans cette salle, je me rends compte qu'il y a une désinformation organisée qui a de lourdes conséquences, plus lourdes encore que nous ne l'avions pensé. Il n'est nullement question de l'appartenance ethnique que des soi-disant victimes. Le rapport dit que l'information a été transmise par téléphone et satellite. Est-ce que la vérification de l'appartenance ethnique s'est faite par téléphone et satellite? Le Conseil de sécurité tombe dans le piège de l'idéologie d'une ethnisation de la situation à RDC. Appeler à la tenue d'une enquête, ce n'est pas trop demandé. Enquêtez. Faites le minimum. Demandez aux auteurs du rapport initial de faire un peu plus. Il y a une délégation qui a dit à juste titre que les êtres humains ne sont pas des statistiques. Or, pour le moment, ils sont traités comme une simple statistique. Qui sont les victimes dont on parle? Comment avez-vous déterminé leur appartenance ethnique? Ce sont des questions fondamentales que doit poser le Conseil de sécurité. Ce n'est pas un hasard que ces campagnes surviennent à un moment politiquement sensible tel que maintenant, à un moment où les partis s'apprêtent à revenir à la table des négociations à Doha et commencent à mettre en œuvre l'accord de paix de Washington, y compris l'accord sur la neutralisation des FDLR appuyé par la RDC. Ce groupe est le principal responsable de conflits, des violences et des violations des droits humains à l'est de la RDC. La sélectivité sape la crédibilité des rapports de l'ONU et la
l'application véritable du principe de responsabilité. C'est une question qui a été officiellement soulevée par le Rwanda au Conseil de sécurité et auprès du secrétaire général à maintes reprises. Le Rwanda est vivement préoccupé par les violations récurrentes du cessez-le-feu commises par les forces de la RDC ces dernières semaines, y compris par le Wazalendo et les unités des FDLR appuyées par la RDC qui obéissent aux ordres du gouvernement de la RDC. Nous sommes préoccupés également par les rapports sur les renforts militaires à Uvira et dans d'autres zones et les conséquences que cela a sur l'engagement de la RDC envers le processus de paix. En outre, la RDC, certains pays ayant des intérêts historiques, n'ont fait que minimiser ou dissimuler même l'existence et la dangerosité des activités des FDLR appuyées par la RDC. Le M23 appuyé par le Rwanda, et je cite, c'est quelque chose qui a été dit à maintes reprises, mais personne n'a parlé des FDLR appuyés par Kinshasa. Est-ce faute de preuves que les FDLR sont appuyés par le gouvernement de Kinshasa? Je sais que vous avez une méthode de travail au Conseil de sécurité où vous adoptez un certain libellé. Mais n'y a-t-il pas de critères objectifs à l'heure d'adopter un libellé? Est-ce que ce sont les preuves qui manquent? Même dans vos propres rapports, le gouvernement de Kinshasa appuie les FDLR. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas dire les choses telles qu'elles sont? Permettez-moi de vous rappeler qui sont les FDLR. Les FDLR sont le reliquat de ceux qui tuaient des dizaines de milliers de personnes chaque jour en 1994 quand vous avez adopté la résolution 1912 pour retirer les forces de l'ONU du Rwanda. Ils ont continué de tuer chaque jour 10 000 personnes quand vous avez adopté la résolution 929 pour leur permettre de fuir vers la RDC. Ce sont ces mêmes personnes qui continuent de chercher à atteindre leur objectif, oublier les capacités militaires. Moi, je parle de leur objectif, de leur intention. Dans l'esprit de la Convention de 48, c'est quelque chose qui doit concerner le Conseil de sécurité. La question des FDLR, dans vos déclarations, revient à être une arrière-pensée presque. Ce n'est pas acceptable. C'est au cœur même du problème en RDC. Ça doit être traité en tant que tel. Nous sommes également déçus de voir que la RDC n'a pas accepté de lancer le concept d'opération afin de neutraliser les FDLR appuyés par Kinshasa lors de la première réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, le CETUD, mais nous continuons d'espérer qu'il sera possible de rectifier le tir lors de la prochaine séance. Au nom de mon gouvernement, sachez que le Rwanda sait ce qu'il faut faire pour honorer nos engagements en vertu de l'accord de Washington et ce qu'il faut faire pour parvenir à pérenniser la paix dans la région et à l'est de la RDC. Avant de conclure, permettez-moi encore de faire une déclaration d'ordre général. Alors, en effet, l'intégrité territoriale de la RDC n'est pas négociable. Il en va de même pour l'intégrité territoriale des voisins de la RDC, le Rwanda y compris. L'intégrité territoriale et les obligations de tout membre de l'ONU supposent un traitement équitable des citoyens. La souveraineté est assortie d'obligations. La RDC doit cesser de maltraiter ou de traiter une partie de sa population comme des citoyens de deuxième zone. Et le Conseil de sécurité doit assumer son obligation de défendre ce principe fondamental de l'ONU. Tout être humain doit bénéficier d'une protection sur un pied d'égalité. Le Conseil doit rappeler que toute victime et victime potentielle doit pouvoir attirer votre attention. Merci.